La nuit tomba silencieusement, presque douillette. L'arôme du thé fraîchement infusé remplissait la cuisine tandis que je coupais du pain et versais des tasses, préparant un dîner paisible. Tout semblait en ordre, les tâches étaient terminées, la maison était rangée, les devoirs de mon fils étaient révisés. J'ai même réussi à voler une demi-heure pour lire ce livre que je voulais depuis si longtemps. Mais quelque chose dans l'air me pesait, une ombre indistincte que je ne parvenais pas à déchiffrer. C'est à ce moment-là qu'il entra dans la cuisine, le visage fermé, jetant sa veste sur la chaise et sortant déjà son téléphone portable. Ses doigts tapaient nerveusement sur la table. « Écoutez, dit-il sans même s'asseoir. Ma mère a besoin d'argent. » J'ai levé les yeux de la tasse, surpris. « Comme 50 000. Chaque mois, répondit-il avec un naturel qui me glaça le sang, comme s'il demandait de la monnaie pour acheter du pain. C'est normal. Nous devons aider. Je me suis étouffée. J'ai toujours fait un effort pour traiter sa mère avec respect, cadeaux à des dates spéciales, visites fréquentes, même lorsqu'il ne pouvait pas y aller lui-même. Mais réaliser la moitié de notre budget mensuel? Êtes-vous sérieux? Ai-je demandé en retenant ma voix. Nous pouvons à peine couvrir les factures et les dépenses scolaires. Ses yeux fixèrent les miens et, pour la première fois, je ressentis un frisson dans ce regard. C'est ma mère. Elle m'a élevée. Je ne la laisserai pas être dans le besoin pendant que nous vivons dans le luxe. Luxe, répétai-je amèrement. Appelez-vous du luxe si je porte un manteau d'il y a 5 ans? Ou si notre fils porte des baskets de l'année dernière? Nous n'avons pas de reste, et vous le savez. Le silence qui tomba fut dense, marqué uniquement par le tic-tac de l'horloge sur le mur. Il s'est approché, a posé ses mains sur la table et s'est penché sur moi. Vous transférerez cet argent chaque mois, a-t-il ordonné. Une vague de révolte me monta à la gorge. Je ne voulais pas me battre, mais à ce moment-là j'ai compris, si je cédais, je n'aurais jamais voix au chapitre dans cette relation. J'ai levé le menton et j'ai dit fermement, non, je ne vais pas faire ça. Il recula comme s'il avait été giflé. Son visage se durcit d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant, sa mâchoire serrée, ses yeux pétillants. L'air devint épais, suffocant. Pour la première fois, j'ai eu peur de lui et il ne m'avait même pas touché. J'étais paralysée après cette scène, incrédule. Comment l'homme avec qui j'ai partagé des années a-t-il pu agir ainsi? Une pierre pesait lourdement sur ma poitrine, tandis qu'une tempête d'indignation grandissait en moi. Je suis allée à la cuisine avec des mains tremblantes, la tasse glissant presque de mes doigts. Il est entré derrière moi, le visage sombre mais avec une lueur de confusion dans les yeux, comme s'il ne reconnaissait pas ses propres actions. « Vous m'humiliez, murmura-t-il, presque en s'excusant. Ces paroles n'ont fait qu'alimenter la douleur. Je me suis tournée vers lui et quelque chose en moi s'est fermé comme une porte en acier. Je ne permettrai plus à quiconque de me traiter ainsi, dit-il d'une voix glaciale. Lorsqu'il a essayé de me tenir le bras, je me suis éloignée. Ce simple geste nous a séparés pour toujours. Cette nuit-là, nous n'avons pas échangé un mot, mais le silence était plus fort que n'importe quelle dispute. Allongée, lui tournant le dos, j'avais l'impression que quelque chose s'était brisé sans retour. Les heures s'écoulaient et je revivais chaque détail, son ton agressif, son regard plein de haine, le sentiment d'avoir été réduit à néant. Les murs de la maison, autrefois si accueillants, m'oppressaient désormais comme des barreaux de prison. Je l'ai entendu dans la cuisine, claquer les portes, parler au téléphone avec sa mère. Chaque mot était un coup dur, je savais qu'il me diffamait, me décrivant comme un ingrat et un mesquin. Les larmes insistaient pour couler, et plus j'essayais de les contenir, plus la douleur était forte. Je me suis souvenu de toutes les années consacrées à cette famille, des sacrifices pour devenir l'épouse parfaite, des fois où j'ai aidé ta mère même lorsque notre propre budget était à sa limite. Mais pour lui, rien de tout cela n'avait d'importance. Je n'étais qu'un obstacle à son image de fils exemplaire. Il ne m'avait pas seulement attaqué avec sa main, il avait détruit ma dignité, ma confiance. Le téléphone portable clignotait avec des notifications. Ma mère a appelé, puis une amie. Je n'ai pas répondu. La honte et l'humiliation m'ont paralysé. Jusqu'à ce que quelque chose en moi crie, je ne pouvais plus rester silencieux. En serrant la main,
J'ai appelé ma mère. Elle comprit tout de suite que quelque chose n'allait pas. « Ma fille, que s'est-il passé ?» a-t-il demandé, sa voix affectueuse mais pleine d'inquiétude. Et puis je me suis effondrée, racontant tout entre deux sanglots. Elle resta silencieuse un moment avant de dire « Si un homme lève la main vers vous, ce n'est pas une famille. C'est une destruction. » Ces mots ont résonné en moi comme un réveil. Pour la première fois, je me suis demandé, serait-il possible d'avoir un avenir avec quelqu'un qui ne voyait ni amour ni respect en moi? Je suis sortie sur le balcon et j'ai respiré l'air frais de la nuit en regardant les lumières de la ville. En moi, une détermination fragile mais incassable est née. Je ne voulais plus être une victime. Il pensait peut-être que j'avais des obligations, mais mon cœur le savait, je ne devais de loyauté qu'à moi-même. Lorsque la porte se referma derrière lui le lendemain matin, l'appartement tomba dans un silence oppressant. J'ai attrapé la poignée du placard avec mes doigts encore endoloris par le coup, et je savais, il n'y avait pas de retour en arrière. Elle ne serait plus cette femme qui gardait le silence et endurait pour une famille qui ne la valorisait pas. Quelque chose en moi s'est brisé, mais avec ça, une nouvelle force est née. J'ai ouvert la valise et j'ai commencé à ranger mes affaires. Chaque livre, chaque vêtement plié était un symbole de liberté. Je savais que ce n'étaient que des objets, mais avec eux j'ai aussi rassemblé mon courage. Quand j'ai appelé mon père, sa voix calme et accueillante a fait revenir mes larmes. Je t'ai tout dit, l'argent, l'agressivité, la fatigue. Il écouta sans interrompre, puis dit doucement, rentre à la maison, ma fille. Tu as porté ce fardeau seul pendant trop longtemps. Maintenant, ta vie sera différente. Ces mots ont dissipé mes derniers doutes. Le lendemain, j'étais dans la salle d'audience à côté de mon avocat, commis d'office par mon père. De l'autre côté, il avait l'air confiant, mais sa mère lui lançait des regards furieux, comme si j'étais le méchant de l'histoire. Lorsque le juge a prononcé la sentence de divorce et le partage des biens, un lourd silence s'est installé dans l'atmosphère. J'ai vu ses doigts trembler. À ce moment-là, il comprit qu'il avait perdu. Et j'ai enfin compris que j'avais gagné, ma vie retrouvée. Le contrôle auquel il s'accrochait comme un vice, je le sentais glisser entre mes doigts non pas dans une victoire triomphale, mais dans un profond soulagement. Ce n'était pas le bonheur, pas encore. Le bonheur, ai-je découvert, devrait être réappris, étape par étape, comme quelqu'un qui marche à nouveau après une fracture. Mais cette légèreté, oh, cette légèreté était indéniable. C'était comme si une ardoise de granit, portée pendant des années, avait été retirée de mes épaules sans avertissement. Les premiers mois ont été un champ de mines de souvenirs. Je me suis réveillée en sursaut la nuit, le cœur battant, convaincue d'avoir entendu vos pas dans le couloir ou le bourdonnement de votre téléphone portable avec votre message. Mais peu à peu, les fantômes perdirent de la force. La maison de mes parents, qui ressemblait autrefois à un refuge temporaire, est devenue le lieu où j'ai reconstruit mes fondations. Pas dans la précipitation, pas avec désespoir, avec la patience de quelqu'un qui sait que ce qui nous attend est enfin le vôtre. C'est alors que j'ai repris les cours de peinture, ce rêve si longtemps mis de côté que je ne me souvenais plus du goût de la peinture dans mes mains. Les premiers coups furent hésitants, comme si mon propre corps doutait que je sois autorisée à créer quelque chose juste pour le plaisir. Mais à chaque séance, à chaque trace sur le papier, une partie de moi revenait à la vie. Les rires avec mes amis forts, libres, sans l'ombre de jugement ou de culpabilité ont été le thermomètre de ma guérison. J'ai ri jusqu'à ce que mon estomac me fasse mal, jusqu'à ce que les larmes coulent, et c'était aussi étrange que libérateur de réaliser que ces larmes, cette fois, n'étaient pas dues à la douleur. Jusqu'à ce qu'un après-midi, devant un chevalet dans l'atelier de Malbert, un déclic se produise. Mes doigts ont flotté sur le pinceau, et soudain j'ai vu, la cicatrice qu'il avait laissée sur mon visage, cette marque qui m'avait fait baisser les yeux pendant si longtemps avait disparu. Pas de la peau, pas encore. Mais de l'endroit où ça fait le plus mal, en moi. Je n'étais plus la femme qui se recroquevillait devant un regard dur, qui justifiait l'injustifiable, qui vivait de la peur déguisée en amour. Maintenant, j'étais la femme qui disait non sans explication. Qui a choisi, fait des erreurs et a pris sans demander la permission. Qui s'est regardé dans le miroir et a finalement reconnu le propriétaire de sa propre histoire. Et si quelqu'un osait à nouveau m'imposer ses règles? Souriez quand vous y pensez.
parce que cette fois, je saurais exactement comment réagir.